Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directeurs et directrices de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Éloïc Perrache, qui est directeur général et doyen d'HEC Paris. Bonjour Éloïc. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Éloïc Perrache, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous en tant que directeur général d'HEC Paris. Pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours et vos fonctions actuelles? Avec plaisir. Alors ça fait 20 ans cette année que je suis à HEC. Je suis arrivé ici en 2003, j'étais un jeune prof d'économie, jeune prof chercheur, et puis 20 ans après, je suis encore là, dans d'autres fonctions. Alors avant ça, j'ai fait un doctorat d'économie, j'avais fait à l'école d'économie de Toulouse, donc un haut lieu d'économie assez génial et absolument passionnant. Avant ça, j'étais élève à l'école normale supérieure à Paris-Saclay. Donc juste après avoir passé la grecque, je suis parti à Toulouse. Et puis avant ça, j'ai grandi au Japon, je suis né en Inde. Enfin voilà, on peut remonter très loin dans le parcours. Et à HEC, en fait, vous avez une période pour tous les professeurs d'économie, de stratégie, de finance, tous les professeurs qui existent à HEC. Vous avez une période de 6 ans pendant laquelle vous devez démontrer que vous avez la capacité de produire de la connaissance pertinente, intéressante, qui nous aide à mieux comprendre le monde, et puis que vous êtes aussi un bon professeur. Et donc, il y a une phase très importante au bout de 6 ans, savoir si vous allez être titularisé ou pas titularisé. Et donc moi, juste après ma titularisation, j'ai commencé à prendre des fonctions au sein de l'institution un peu différentes, et donc je me suis occupé de la grande école, puis des masters, puis de la politique d'égalité des chances, de l'entrepreneuriat, puis de la direction de tous les programmes avant de devenir directeur général il y a maintenant presque 3 ans. D'accord. Et alors justement, depuis 3 ans, à quoi ressemble un peu votre quotidien et quelles sont vos missions concrètement et à quoi ressemble une semaine type, directeur général? Je me souviens une fois d'un élève qui avait posé cette question, patron d'une boîte du CAC 40 qui était venu, je trouvais que c'était une très bonne question. Et donc, c'est une très bonne question. Écoutez, c'est pour résumer et faire court. Je dois gérer un conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration de l'école, et donc il y a quand même un certain nombre de réunions du conseil d'administration, des sujets qui sont amenés au conseil d'administration de l'école. Et donc, je dois piloter le conseil d'administration, je dois piloter un comité de direction du groupe, plusieurs comités de direction du groupe. Donc, il y a un vrai sujet de gouvernance interne, et puis il y a des assemblées générales de salariés, de professeurs, etc., etc. Et puis après, le reste du temps, je passe beaucoup de temps à rencontrer des anciens élèves, des patrons d'entreprise, des élèves, des membres du staff. Donc, voilà, beaucoup de moments à partager, à raconter quelle est la stratégie, la vision de l'école, et s'assurer que les gens ont envie de nous accompagner dans ce développement. Donc voilà, si je fais très court, oui, c'est à peu près ça le résumé. Et alors, qu'est-ce que vous souhaitez insuffler à HEC Paris? Est-ce qu'il y a un thème, une thématique qui vous tient particulièrement à cœur pour les prochaines années? Alors j'en ai pas mal de thématiques, mais je pense qu'il y en a une qui colle quand même beaucoup à l'actualité. Donc vous m'avez dit un mot. Donc, si je reprends un mot, la question de paix est un sujet intéressant. Puis d'ailleurs, peut-être vous dire, tiens, c'est une école de management, pourquoi il nous parle de paix? Ça y est, on a 135 nationalités sur le campus. Et si on regarde les 15 dernières années de l'école, la grande transformation, et je pense la grande réussite de ces 15 dernières années, c'est cette internationalisation du groupe. Alors on peut dire, c'est fantastique parce qu'on aide les entreprises françaises à se développer, parce qu'on va avoir des gens qui vont aller travailler dans le monde entier. Mais moi, viscéralement, je suis extrêmement attaché à l'idée qu'on amène sur le même campus des étudiants du monde entier, parfois de pays en conflit les uns avec les autres. Et malheureusement, on a un certain nombre de conflits aujourd'hui sur la planète. Et c'est des gens dont j'espère qu'ils vont être des ambassadeurs de cette richesse, de cette diversité demain. En fait, tous les élèves, tous les diplômés de l'institution vont être des gens influents, alors plus ou moins influents, mais vont être influents dans des écosystèmes, dans des pays, dans des régions. Et l'idée, c'est que s'ils peuvent être promoteurs de la richesse, de la différence, de l'altérité qu'ils ont pu connaître sur le campus,
je pense qu'on participe modestement à quelque chose qui nous dépasse. Et donc, très attaché à ça, très attaché à s'assurer qu'on va recruter des talents un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on va souvent chercher 4 ou 5 élèves par pays, qu'on va éviter d'avoir une surreprésentation d'une nationalité, pour qu'on soit un haut lieu de diversité. Alors ça, c'est vrai au niveau international, mais c'est vrai aussi au niveau français. Donc on est peut-être plus sur un sujet de paix sociale, mais si nous, on peut contribuer à faire ça. Aujourd'hui, HEC, on est très engagé sur les enjeux d'égalité des chances en amont, on est très engagé sur les enjeux d'ascenseur social au travers de l'entrepreneuriat. On va beaucoup dans les quartiers populaires, on va essayer de transmettre un maximum de choses qu'on connaît, et on le fait gratuitement, pour révéler des talents et essayer de changer un certain nombre de destins, soit des gens qui vont passer par HEC, soit des gens qui vont avoir une ambition différente, parce qu'à un moment donné, ils ont été exposés à des parcours que nous, on peut proposer, soit parce que ils vont créer une entreprise, recruter des gens, et avoir une autonomie financière qu'ils n'avaient pas avant. Donc, que ça soit localement, plus sur un aspect social, et peut-être plus internationalement, je pense que le sujet de la paix, c'est quelque chose qui colle bien, je sais. Merci Eliud. Alors on va basculer sur la deuxième partie de notre échange qui sera dédiée à HEC hier, aujourd'hui et demain. Pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur l'histoire et la trajectoire récente des dernières années d'HEC Paris? Comme je vous le disais juste avant, je pense que la très grande transformation de l'école, c'est d'être passé il y a un certain nombre d'années d'une école leader en France à une école leader dans le monde. Okay. Pas facile, hein? C'est un sacré challenge, mais c'est vraiment quelque chose qui a eu lieu. La réputation de l'école dans le monde entier est sans commune mesure à ce qu'elle était il y a 15 ans ou il y a 20 ans. La diversité sur le campus est sans commune mesure à ce qu'il y avait il y a 15 ans ou 20 ans. Et l'idée, c'est que tous les programmes du groupe doivent porter la marque. Et donc HEC, vous avez des gens qui ont 22 ans, des gens qui ont 30 ans, des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 45 ans, dans différents programmes. Donc il y a l'executive MBA comme du programme grande école ou des programmes de master. Et vraiment l'idée, c'est que, et ça a été un très gros travail des 10-15 dernières années, c'est que l'ensemble de ces programmes puissent porter la marque et donc aller recruter les meilleurs étudiants un petit peu partout. Donc ça, c'est une véritable transformation. Après, vous rajoutez à ça tout un ensemble de sujets sur lesquels HEC a pu se positionner. Le monde bouge à une vitesse incroyable. Petite anecdote, c'est-à-dire que chaque année, j'aime bien appeler des élèves qui sont diplômés depuis 4-5 ans, passer un peu de temps avec eux en disant Thibaut, qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ta boîte? Qu'est-ce qui se passe dans ton secteur? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Parce que je les appelle en Afrique du Sud, à Tokyo, à Brasilia, à New York, etc. Et pour nous, c'est souvent des moments pour capter des signaux faibles. Voilà. Regardez un petit peu ce qui émerge. Et je suis estomaqué de voir que chaque année, ces sujets faibles, ou même les sujets chauds, sont différents. Et donc les choses bougent à toute allure. Et je pense que c'est aussi ce qui est très excitant dans une école, c'est qu'on n'est pas très adepte du statu quo. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on a amenés dans les programmes. Et donc l'entrepreneuriat s'est énormément développé. On a énormément travaillé sur les enjeux du sens. Ce qu'on faisait sans doute beaucoup moins il y a 15 ou 20 ans. Les enjeux d'intelligence artificielle, de sciences de la donnée. Voilà, tout ça, vient régulièrement irriguer les sujets. Et puis j'imagine qu'on parlera d'environnement parce que c'est aussi un sujet important. Mais alors comment vous faites justement, quand on voit toutes ces transformations au quotidien, pour irriguer immédiatement l'enseignement, que ça soit utile aussi aux étudiants actuels dans l'école? Comment vous faites un peu? Les professeurs ont un rôle très important à jouer là-dessus. Et en fait, on a à intervalles réguliers des transformations assez fortes de ce qu'on appelle, nous, le curriculum, qui est le projet pédagogique de l'école. On vient de le faire pour le programme grande école, à la rentrée dernière. Ça va être le cas pour le MBA très, très prochainement. Et donc, vous savez, les professeurs sur le campus sont des gens qui, grosse partie de leur activité, c'est de repousser les frontières de la connaissance. Okay. Donc ils sont toujours en train de se poser des questions aux frontières de la connaissance en disant mais sur tel sujet, qu'est-ce qu'on pourrait dire, quel est l'état de l'art et qu'est-ce que moi j'ai à raconter. Et donc ils sont animés par cette idée de pouvoir transposer dans des cours des sujets sur lesquels eux peuvent être amenés à travailler.
Donc c'est une dynamique collective que d'intégrer ces sujets-là. Après, on a, depuis quelques années, créé des nouvelles structures. On a créé des centres, on a créé des instituts qui sont beaucoup plus transverses. Dans des écoles, souvent, vous avez des départements disciplinaires, puis vous avez des initiatives qui sont beaucoup plus transverses. Et donc nous, on a un certain nombre d'instituts ou de centres qui regroupent des professeurs de tous les départements. Parce que quand vous traitez du sujet lié à la data ou quand vous traitez le sujet des enjeux climatiques, ben, ce n'est pas la prérogative d'un département. C'est souvent la prérogative de plusieurs départements. Et je pense que ce qui est très important, ce qui est aussi un énorme défi, un énorme challenge sur un campus, c'est que on ait des débats. C'est-à-dire que le cœur même de la vie d'un professeur, c'est de débattre. Vous avez toutes les semaines des gens qui présentent un papier et les autres viennent le challenger sur un papier de recherche, sur sa méthodologie, sur les résultats, etc. etc. Donc on vit dans un lieu de débat. Et sur des sujets aussi complexes que ceux évoqués, peut-être que des financiers ont un regard différent des économistes, qui ont un regard différent des juristes, qui ont un regard différent éventuellement de personnes qui vont travailler sur les opérations. Et je pense que c'est la richesse d'un campus que d'avoir des regards différents sur des grands défis du monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse apporter ces sujets-là aux élèves, les exposer au fait qu'il y a sans doute beaucoup de solutions différentes, à eux après de faire un peu leur choix là-dedans. Mais en tout cas, nous, c'est notre responsabilité que de dire sur un sujet compliqué comme celui-ci, voilà comment est-ce que les uns et les autres pensent, travaillent le sujet, et puis après à vous de jouer votre rôle. Sur les classements nationaux et internationaux, là aussi, comment est-ce que vous faites parfois pour être devant des écoles qui sont plus grandes, plus grosses, qui sont des gros mastodontes internationaux? Comment est-ce que vous arrivez à rester leader? On doit bien faire notre travail. Je ne pense pas qu'il y ait de recettes, c'est-à-dire qu'à HEC, vous avez des étudiants. Quels sont les critères qui sont regardés souvent par ces classements? Vous avez l'excellence académique. HEC, c'est sans doute un des meilleurs centres de recherche en management en Europe. On regarde beaucoup la diversité des profils. On a beaucoup de diversité internationale, beaucoup de diversité de genre. Vous avez les carrières qui sont faites à l'international. Nos étudiants ont accès à des très belles carrières. Vous avez parfois l'entrepreneuriat. On est de très loin l'école où il y a le plus de création d'entreprises, le plus de licornes, etc. Donc, quels que soient les critères que vous regardez, HEC est particulièrement bien placé sur ces sujets-là. Donc après, voilà, c'est le résultat de cette dynamique-là. Maintenant, vous avez un classement qui est sorti il y a 10 jours, où pour la 5e année consécutive, HEC était, Financial Times, meilleure business school en Europe. Ce classement, c'est la combinaison de tous les autres classements. Okay? Donc le Financial Times, par exemple, fait des classements des programmes de Master in Management, ou grande école, des classements des masters de finance, des classements du MBA, des classements de la formation continue, des classements de l'executive MBA. Puis un jour, une fois par an, fait un classement combiné. Et être premier depuis 5 ans sur le classement combiné, c'est aussi la marque qu'on est très bien positionné sur chacune des verticales. Et ça, c'est une des spécificités fortes d'HEC, c'est d'être aussi bien classé pour son programme de Master in Management que pour un Master de Finance, qui est parmi là aussi les leaders mondiaux, que la formation continue qui est numéro 1 mondial, etc., etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est pas un seul axe de réputation mondiale, mais c'est sur l'ensemble du groupe qu'on a cherché à avoir une position de leader et d'être un formidable outil d'attractivité du territoire français. Alors vous l'avez dit, on va passer maintenant sur le programme Grande École. Vous avez transformé ce programme Grande École cette année. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi et comment ça va se dérouler désormais? En fait, on transforme toujours un petit peu. Sauf qu'il y a des moments où on va faire un travail un petit peu plus profond sur l'un de nos programmes. Donc, tous les 3, 4, 5 ans, ça dépend. On va s'arrêter, on va passer pas mal de temps avec les différents départements, avec les professeurs, pour s'interroger sur quel est le projet intellectuel, le projet pédagogique qu'on est en train de porter. C'était très intéressant d'avoir
recruté, HEC a recruté Yann Algan, qui est le doyen notamment du programme Grande École, et plus que ça. Et donc, au moment où il est arrivé, il y avait cette volonté de capitaliser aussi sur son arrivée et d'engager ce travail-là, parce que on le fait souvent dans la durée. Hein. Donc, on a commencé des choses pour la rentrée dernière et on continue à faire ce travail pendant les mois et les années qui viennent. Il y avait plusieurs dimensions. Il y en avait une qui était de remettre du terrain beaucoup plus rapidement dans la scolarité des élèves. Dans une école de management, votre laboratoire, c'est le terrain. Dans une école d'ingénieur, vous allez de temps en temps dans un laboratoire, vous avez des expériences. Mais dans une école de management, l'idée c'est sur le terrain. La vie associative des élèves est un formidable terrain dans lequel ils viennent expérimenter des dynamiques d'action collective. Ils font des stages, là aussi, un moment un peu important d'apprentissage. Et l'idée, c'était, beaucoup plus tôt dans leur scolarité, de les mettre en lien avec un univers qui est important pour nous, qui est l'univers des entrepreneurs sociaux, des ONG, des associations, et d'aller se confronter à un certain nombre de réalités de terrain. Et donc, c'est ce qu'on a fait dès le premier jour. Et ça, c'était assez nouveau. Donc, on a voulu qu'ils aient cet aller-retour avec la question d'impact social plus ancré dans leur programme. Et puis, ce qu'on fait souvent à ces moments-là aussi, c'est qu'on vient revisiter les différents programmes qu'on a. Sur des grands défis de société, moi, ma position, et qui est partagée par beaucoup des professeurs et des personnes impliquées au sein de l'école, c'est qu'il n'y ait pas le cours à côté. Quand on ne change pas nos cours, puis il y a le cours à côté qui dit « Ah, nous, on va regarder ça, et puis limite, vous allez peut-être un peu oublier ce que vous avez appris à côté. » Donc l'idée, c'est comment est-ce que dans chacun des cours de l'école, on vienne traiter de ce sujet-là, et une fois plus, sans doute de manière différente du programme d'à côté, quoi, ou du cours d'à côté. Mais quand je dis différente, c'est complémentaire. Et donc, on a travaillé aussi avec l'ensemble du corps professoral à revisiter les différents cours qu'on peut avoir et proposer à HEC pour qu'ils intègrent beaucoup plus les sujets de la data, les sujets de l'IA, les sujets du climat, les enjeux de diversité, etc. etc. Donc c'est en gros ça le sujet, c'est comment on gère nos allers-retours terrain, théorie, pratique, et comment on va revisiter les différents cours pour qu'ils intègrent tout un ensemble de grands défis de société et qui donnent les clés aux élèves pour à demain être porteurs de ces transformations. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de votre plan stratégique, là peut-être plus général sur HEC Paris, que vous souhaitez nous partager, une actualité récente que vous aimeriez nous partager? C'est... je vous ai dit tout à l'heure, le monde change à une vitesse assez incroyable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, moi, les différents décideurs, les managers, ont été amenés à se reformer régulièrement. Les carrières linéaires, c'est plus vraiment le thème. Et donc, HEC aussi est très bien positionné, très engagé sur les enjeux de formation tout au long de la vie. C'est une grosse activité de l'école. Et on a l'ambition de le faire à plus grande échelle, là aussi au niveau français, mais au niveau mondial. Donc dans le plan stratégique, la part de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie a une place particulièrement importante. On a présenté un nouveau plan stratégique sur le sujet, etc. Donc ça fait partie. Et puis, moi je suis obnubilé par les enjeux d'impact de cette institution en permanence. Et donc être certain que ce qu'on enseigne à nos élèves est un sujet important et qui va leur donner les clés, mais bien au-delà. Si on regarde, on a 4 grands piliers quand on essaie de résumer ce qu'on fait au sein de l'école. Le premier pilier, c'est vraiment être un lieu de création de savoir. Et donc avoir des professeurs qui sont capables, qui ont l'envie, qui ont l'expertise pour pouvoir nous aider à mieux comprendre le monde. Et pour nous aider à mieux comprendre le monde, il faut que le fruit de leur recherche soit diffusé plus largement au reste de la société. Okay? Donc, produire du savoir et qu'on arrive à le transmettre. Et que nos professeurs soient impliqués dans des grandes réflexions
qui existent aujourd'hui dans les sociétés. Donc ça, c'est un sujet majeur et différenciant avec pas mal d'écoles. Le deuxième, c'est vraiment être un lieu de talent extraordinaire et très divers. Et donc on l'a dit, il y a 135 nationalités, des gens du monde entier, et c'est une chance extraordinaire. On en fait des ambassadeurs de la France aussi, parce que ce sont souvent des gens qui apprennent le français, qui le parlent très bien, soit qui sont capables de communiquer. Puis après, l'idée c'est que HEC, c'est aussi une plateforme d'innovation et d'entrepreneuriat extraordinaire. Je vous ai dit, 25% des licornes françaises ont été fondées par HEC, 20% du NEC 40. On doit être la première école française sur les lauréats de la French Tech. Même de la French Tech. On a un programme d'accélération sur les enjeux de l'espace, sur les technologies climatiques, sur l'IA et la data. Donc, et ça, comment est-ce qu'on travaille à la fois les gens avec les étudiants qui veulent créer des boîtes, toujours cette idée de passer de 0 à 1, à créer, mais il faut aussi aider à la croissance de ces entreprises-là, donc comment on passe de 1 à N, et comment est-ce que cette expertise-là, elle est utilisée auprès des entreprises pour les aider aussi dans leurs enjeux d'innovation et de transformation. Et donc aujourd'hui, on a un incubateur qui est localisé à Station F, on est extrêmement actif, on a des entrepreneurs qui viennent du monde entier. Au sein de notre part, on a des entrepreneurs coréens, marocains, du Moyen-Orient, etc., qui viennent en disant « Est-ce que vous pouvez accompagner les meilleures pépites de notre pays ?» Donc c'est assez impressionnant. Et le dernier point, c'est vraiment le sujet d'être une école extrêmement engagée au service de l'impact et donc de l'ascenseur social, enfin plus soit par l'éducation, soit par l'entrepreneuriat dont on peut mettre à disposition notre expertise. Donc quand vous regardez ces piliers-là, elles sont au cœur de notre plan stratégique des années qui viennent. Troisième partie de notre échange dédiée à HEC dans l'enseignement supérieur. Pour commencer, Éloïc Perrache, les prépa ECG ont connu des premières années un peu difficiles en termes d'attractivité auprès des lycéens. Quelle est votre analyse sur le sujet et est-ce que vous êtes confiant pour les prochaines années? Alors, HEC, on est extrêmement attaché aux classes préparatoires et je pense que plus qu'HEC, beaucoup d'écoles sont très attachées aux classes préparatoires. On aime bien regarder les dernières années. Si vous me permettez, je vais avoir une perspective un petit peu plus longue. Moi, j'avais pris la direction du programme Grande École en 2009. En 2009, il y avait moins d'étudiants qui passaient les concours qu'aujourd'hui, et moins de candidats à HEC qu'aujourd'hui. Significativement moins d'étudiants candidats à HEC qu'aujourd'hui. Et donc, il y a eu un pic en 2019, et entre 2009 et 2019, en 10 ans, il y a eu 60% d'augmentation du nombre de candidatures. Et depuis 2019, il y a eu une baisse. Okay. Visiblement, on repart à la hausse, là, depuis la rentrée de septembre dernier. Donc forcément, on regarde ça avec attention. Je trouve que il y a une bonne nouvelle pour les lycéens. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe en fait? Les lycéens ont beaucoup plus de choix qu'avant. Et quand il y a plus de choix, ils sont amenés, pour certains, à faire d'autres choix. Certains décident de partir à l'international, d'autres vont dans des doubles licences universitaires, et d'autres vont en classe préparatoire. La classe préparatoire, le projet intellectuel de la classe préparatoire, il est extraordinaire. C'est un des rares cursus qui est aussi généraliste et aussi divers. Vous allez étudier les mathématiques, la philosophie, l'histoire, la géopolitique, les langues, la philosophie, les lettres. C'est rare d'avoir ça. La plupart des cursus, même universitaires, dans lesquels vous allez aller, vous êtes relativement encadré dans certains de silos. La classe préparatoire, c'est une ouverture absolument intellectuelle, absolument extraordinaire. C'est souvent des lieux où se créent des amitiés très fortes. Oui, c'est un lieu où on va travailler beaucoup, mais moi, je ne connais pas beaucoup de gens dans le monde qui ont eu des responsabilités importantes dans leur carrière et qui n'ont pas travaillé beaucoup à un moment donné de leur vie. Et en plus, et ce qui se dit assez peu, c'est que quand vous allez en classe préparatoire, vous êtes sûr d'avoir une école après. 100% des élèves avoir une école. Donc vous êtes sûr, en gros, d'arriver en master. Rentrer en classe préparatoire, c'est l'assurance d'aller jusqu'au niveau master. Et donc ça veut dire très peu de chômage, des perspectives très très intéressantes. Donc, nous, on y est très attachés. On est en discussion permanente avec les différentes institutions, les organismes qui gèrent les classes préparatoires.
là aussi pour les faire évoluer, pour transformer un peu le parcours. Mais moi, je suis serein sur leur avenir. Alors justement, une fois que c'est dit, vous avez lancé un bachelor international. Là aussi, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ce soutien fort aux classes préparatoires? Alors je pense que la réponse est en partie dans votre question, parce que vous avez dit bachelor international. Et les classes préparatoires, magnifique parcours, mais francophone. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, la force de l'école, c'est que tous les programmes et tous les segments ont porté la marque. Okay. HEC, c'est une formidable institution qui permet une très forte attractivité du territoire français à tous les niveaux. Donc vous avez des gens de 45 ans qui viennent du reste du monde pour étudier à HEC, au même titre que vous avez des personnes qui ont 20 ans qui viennent étudier à HEC. Le dernier segment, entre guillemets, qui n'était pas international à HEC, c'est le segment Bac plus 3, qui était réservé complètement aux classes préparatoires. Et donc vous avez des étudiants francophones, parce que vous pouvez avoir des étudiants marocains, vous avez des étudiants africains, vous pouvez avoir des étudiants francophones du monde entier, qui vont étudier dans les classes préparatoires. L'idée, ça a été de dire qu'il fallait sans doute, parce que c'est un grand standard mondial, qu'HEC soit aussi présent au niveau international et mondial sur ce segment-là, pour aller attirer des étudiants du monde entier sur un segment Bac plus 3 ou Bac plus 4, en fonction de la manière dont les choses sont faites dans les différents bachelors. Donc c'est ça l'idée. Donc notre objectif dans le bachelor, c'est d'aller attirer, recruter des étudiants du monde entier dans un programme qui n'est pas un programme de business. Et là, je fais le lien avec le bachelor, c'est que vous avez souvent de la confusion, beaucoup de gens disent BBA, parce que c'est un segment peu connu. BBA, ça veut dire Bachelor of Business Administration. Et donc on va étudier principalement les matières, des disciplines liées au management. Nous, on pense que ça, c'est très bien fait, magnifiquement fait, au niveau du master. Et la beauté des classes préparatoires, c'est justement cette ouverture aux arts libéraux. Et donc, dans le cadre du bachelor, nous, il était très important pour nous qu'on soit aussi très positionné sur plutôt des arts libéraux. Et donc, avec la Bocconi, puisqu'on a fait avec la Bocconi, l'idée c'est les mathématiques, les sciences de la donnée, l'intelligence artificielle, au service des grandes compréhensions des sujets de société et des sujets organisationnels. Avec une exposition assez limitée au management, parce que les étudiants, c'est qu'ils aillent après en master et étudier du management après. Donc c'est ça l'idée. D'accord. Et donc c'est, vous l'avez dit, un bachelor à vocation mondiale, internationale, qui recrutera principalement des étudiants du monde entier. D'accord. Il y aura quelques Français. D'accord. Ok, donc pas de concurrence directe avec du coup les classes préparatoires. Autre sujet, vous avez décidé de devenir partenaire d'un CPES avec l'Université Paris-Saclay l'année dernière. Là aussi, certains ont dit que c'était une concurrence aux classes préparatoires. Quelle est votre position sur ce nouveau CPES pour lequel vous êtes partenaire? Il y avait une initiative sur le plateau de Saclay. Il y avait à la fois l'Institut Polytechnique de Paris impliqué, l'Université de Saclay impliquée, le rectorat qui était mobilisé fortement sur le sujet, et qui nous ont demandé si on voulait bien contribuer. Quand vous avez une initiative à forte vocation sociale, que sont les CPES, parce qu'il y a une part d'étudiants boursiers assez importante, locale, qui engage un écosystème autour de nous assez important, ça nous semblait assez évident qu'il fallait contribuer. Et là aussi, c'est pas du management. C'est des étudiants qui vont étudier les enjeux de société, des enjeux autour de la santé. Et donc voilà, donc on est un acteur engagé sociétalement, au niveau national, sur notre territoire. Et quand il y a une initiative sur laquelle nous, on peut contribuer, notre apport, c'est beaucoup autour des enjeux d'entrepreneuriat. Donc on était en ligne avec un de nos piliers, une des missions. Moi, je ne pense pas que ça faisait concurrence aux classes préparatoires. Je vous propose qu'on passe maintenant un peu plus à la diversité, aux voies d'accès pour le programme Grande École. Environ 18% des étudiants qui intègrent votre programme Grande École sont boursiers. Est-ce que vous pouvez un peu nous dresser un panorama, une évolution? Est-ce qu'il y a eu une amélioration de la diversité à HEC Paris pour le PGE?
Si vous regardez sur une durée assez longue, la transformation est assez massive. Après, les critères pour être boursier ont changé sur les 20 dernières années. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder une dynamique globale. Vous avez déjà les classes préparatoires. C'est un formidable outil au service de l'ascenseur social. Vous avez, je crois, entre 25 et 30% d'étudiants qui sont boursiers en classe préparatoire. Et surtout, il y a une étude qui a montré que la différence de performance entre un boursier et non boursier au concours d'entrée est beaucoup plus faible que la différence qui existait au bac, sur des matières assez similaires. Et donc, il y a eu la qualité de l'accompagnement en classe préparatoire réduit les inégalités. Donc là aussi, quand on parle classe préparatoire, un problème, c'est un formidable outil au service de l'ascenseur social et de la réduction des inégalités, parce que les étudiants sont extrêmement bien accompagnés. Donc ça, c'est un point important. Et donc, la part de boursiers candidats à HEC a beaucoup augmenté. HEC avait lancé, il y a 10 ans, je crois, on avait lancé la gratuité du concours. On avait été suivi par toutes les écoles pour les étudiants boursiers. Donc ça avait fait un appel d'air aussi assez important. Notre fondation est extrêmement engagée, parce qu'on prend en charge toute partie de la scolarité des étudiants qui rentrent à HEC. Donc ça vaut le coup d'essayer. Et donc je pense qu'il y a eu une envie, en tout cas, de se dire je vais tenter ma chance. Et donc la part de boursiers a augmenté. Alors elle peut fluctuer d'une année sur l'autre, parce que c'est les aléas d'un concours. Puis on a aussi des étudiants qui arrivent en deuxième année. Mais oui, effectivement, c'est très significatif. Il devait y avoir 5% de boursiers il y a 15 ans, et puis aujourd'hui, effectivement, on est au niveau master à 18% de boursiers. L'idée, c'est qu'il faut qu'on continue nos efforts, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses en amont aussi. Et pour se dire que c'est possible, pour accroître les chances, pour mieux former, mais très souvent, ça commence par l'ambition. Est-ce que j'ai l'ambition de le faire ? Et si oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer derrière. Est-ce que vous avez encore d'autres mesures en tête ? Il a souvent été noté qu'il y avait une différence entre celles et ceux qui arrivaient à passer les écrits, mais qui ne passaient pas les oraux. Est-ce que là aussi, pour améliorer la conversion écrit-oraux au concours d'entrée à HEC, est-ce qu'il n'y a pas des choses à penser ? Le gros du sujet, c'est à l'écrit. C'est-à-dire la perte, entre guillemets, entre la part de boursiers candidats et la part de boursiers admissibles, elle est beaucoup plus importante qu'après entre les écrits et les oraux. Alors oui, on le fait. C'est-à-dire qu'on a des programmes d'égalité des chances à la fois dans les lycées, mais aussi en classe préparatoire. Nos étudiants sont très fortement mobilisés pour être mentors. On a des préparations spécifiques pour les étudiants qui sont candidats. Alors, des préparations spécifiques quand ils rentrent en première année, des préparations spécifiques pour les entraîner aux oraux. On ne peut pas le faire nous, les oraux. On le délègue avec nos élèves, parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts assez important si c'était nous qui étions complètement en charge. Donc on a des équipes qui le font, mais avec les élèves. Et donc on va les aider à se préparer, à réussir au mieux les oraux. Maintenant, on est, comme je vous l'ai dit, très engagé en amont. Et ça commence bien avant la classe préparatoire. HEC a monté il y a quelques années des concours d'éloquence dans les lycées. On organise des concours d'éloquence dans quasiment toute la France aujourd'hui. On le fait avec une association qui s'appelle Éloquentien. Donc dans les quartiers nord de Marseille, Grenoble, on a du chien à Sarcelles, à Mantes-la-Jolie, etc., etc. Et tous les gagnants, les lauréats, viennent sur le campus l'été. Pendant une dizaine de jours, ils sont formés à l'éloquence. Ils ont les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale. La finale cette année était à la Cigale, donc il y avait 6 finalistes devant 900 personnes à la Cigale. Et donc, sans doute la première fois qu'ils étaient sur scène, sur un sujet qui leur avait été donné quelques jours avant. Et ce qu'on voit, c'est que nous, on n'est pas là pour faire du prosélytisme quand on fait ça. On a des étudiants qui vont en médecine, des étudiants qui vont en droit, des étudiants qui vont aller en maths sup, maths spé, d'autres qui vont aller en prépa HEC, d'autres qui vont aller faire du stand-up. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut contribuer à révéler des talents et à changer des destins. Voilà, toujours la même chose. Donc, ça commence au lycée, ça commence même souvent au collège. Donc, on est engagé au lycée, on va continuer en classe préparatoire. Et donc, c'est du mentorat, c'est de l'accompagnement, c'est mobiliser nos anciens élèves, c'est faire des moments un peu concentrés où ils viennent sur le campus, des accompagnements à distance. Enfin, on essaie de faire un maximum de choses pour leur permettre d'avoir les clés pour demain réussir le concours. Mais une fois de plus, les classes préparatoires font un travail extraordinaire. Et donc on leur fait aussi beaucoup confiance. On essaie d'être complémentaires à ce qu'ils font.
La semaine dernière, on a un professeur qui a fait une sorte de masterclass sur un sujet notamment des dettes publiques. Et il était sur Zoom et il y a tout un ensemble de classes préparatoires dans la France qui l'ont suivi en direct. Est-ce qu'on peut, avec nos professeurs-chercheurs, amener un complément de contenu et de savoir au sein des classes préparatoires? Oui, génial, on le fait. Donc voilà le genre de choses qu'on propose. Et nos étudiants sont très fortement engagés. Fleur de Bitume, c'est sans doute une des plus grosses associations du campus. Et c'est des gens qui donnent beaucoup de leur temps à accompagner des élèves. Avant-dernière question, concernant le nombre de préparationnaires que vous allez recruter, est-ce qu'il va augmenter en 2024 au risque de pénaliser les écoles qui sont derrière vous au CIGEM? Il ne sera pas augmenté. Donc on a augmenté il y a quelques années, on avait 380 élèves, on est passé à 400 élèves. C'était pour nous un signal aussi fort de dire, regardez, on va augmenter parce qu'on croit à cette filière des classes préparatoires. En 2024, en tout cas, on n'a pas de raison d'accroître ce chiffre-là. Et je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui autant de places en école que d'étudiants qui passent les concours. Et dans l'avenir, on verra, mais en tout cas, on est prêt à ce genre de geste-là aussi pour soutenir cette filière. Très clair, merci Loïc Perrache. Dernière question, selon vous, à quoi ressemblera l'école de management de demain, notamment avec, pour évoquer aussi un peu les thématiques de RSE, développement durable, etc. Waouh, c'est un vrai sujet. On va investir massivement sur le campus pour des nouveaux bâtiments, des transformations, des rénovations de bâtiments. Il y a une question fondamentale qui est compliquée, parce qu'on va investir pour les 40 prochaines années. Comment est-ce qu'on va enseigner dans 10 ans, dans 15 ans? On sera sans doute beaucoup plus dans des allers-retours entre un apprentissage très personnalisé et puis de la salle de classe dans laquelle on va échanger sur des solutions. J'imagine qu'il y aura à la fois de l'intelligence artificielle dans un certain nombre d'apprentissages et on gardera du collectif, il y aura un aspect beaucoup plus expérientiel. Plus le digital se développe, plus il faut investir sur notre campus pour que les élèves soient amenés à vivre une expérience particulièrement transformante. Et donc, dans un certain nombre d'années, je pense qu'on aura beaucoup d'allers-retours entre des moments sans doute plus individuels d'apprentissage, beaucoup de collectifs, de co-construction dans une salle de classe, des travaux par équipe où les étudiants sont amenés à répondre à un projet amené par une entreprise, amené par une association, travailleront sur leur projet de création d'entreprise. Vous savez, c'est marquant, une des grandes transformations aussi, c'est au moment où on se parle, hein, on a sans doute une cinquantaine, une soixantaine d'entreprises créées par des élèves en dernière année. Ils ne sont pas encore diplômés, ils sont déjà en train de créer leur entreprise. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Et donc, ces campus, ça va être aussi des lieux de rencontre. On va rencontrer ces cofondateurs. Donc, on se fait des amis pour la vie, mais il y a aussi des magnifiques histoires entrepreneuriales qui se créent ici. Et donc, et à chaque fois sur des grands défis du moment, des grands challenges du moment. On en a un grand nombre aujourd'hui, ils seront peut-être encore là dans 10 ans, il y en aura peut-être d'autres dans 10 ans. Moi, ce qui me fascine et ce qu'on essaie d'entretenir au maximum sur un campus comme HEC, c'est qu'il y a une ADN solution très forte sur le campus. Il y a des problèmes, et on regarde ces problèmes, on se dit, mais quelle est la solution? Et je pense que c'est pour ça qu'HEC a aussi une histoire entrepreneuriale assez extraordinaire, parce qu'il y a cette ADN solution. Donc on n'est pas en train de se dire, tiens, il y a un problème, quelle catastrophe, il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a un problème, ok, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution à un moment donné. Et les entreprises vont faire partie de cette solution, peut-être qu'il y a des entreprises qui n'existent pas, qu'il faut créer, vont faire partie de cette solution. Et c'est quelque chose qui est très fort au sein du campus. Et je pense que ça va rester. En tout cas, il faut que ça reste. Merci beaucoup, Loïc Perrache, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. On se retrouve très prochainement sur Totis pour un nouvel épisode de DG sur écoute. À très vite.